Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, ok. Bon, alors, le partage d'écran. Voilà. Ok, t'arrives à voir, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Hop, alors, faut juste que je désactive ça. Et voilà. Bon, alors, la dernière fois, donc on avait commencé l'oscillateur harmonique. J'avais donné la solution de l'équation différentielle et pareil pour d'autres équations différentielles, j'avais donné des solutions pour que vous vous exerciez. Ouais, d'ailleurs, Euh, Alan, ouais, les exos, je les ai regardés, je suis absolument pas capable de les résoudre et tu m'avais dit, tu sais, de reprendre le poly. J'ai ouais, bien refait sûr. tout le poly, il n'y a rien sur les équations différenciées dans le poly. Ouais, c'est normal, j'avais donné, mais du coup, bah, on va faire ça, tiens, on va faire ça au tout début. Ok, alors, tac, il faut que je retrouve juste équation différentielle. Et voilà, donc ben, on va reprendre les petits exemples que j'avais fait, et puis on va les faire ensemble, ça devrait être à peu près pas trop mal. Genre voilà cet exemple. On va refaire les exercices qui sont juste là. Alors, on va commencer par l'exercice qui est ici, donc le B. Donc je vais taper hop, en rouge. Donc, correction des exercices. J'espère que ça deviendra plus clair, parce que c'est vrai que ça c'est un peu fondamental, c'est le truc qu'on est obligé de vous demander de faire. Alors, j'ai commencé par le B, parce qu'au final le B est plus simple. Donc le B c'était résoudre, enfin, je vous donnais cette équation différentielle, et on voulait prouver que la fonction suivante était une solution, c'est exponentielle de Ct. Voilà, où C est je vais mettre un peu de couleur, où C est une constante. Donc du coup, si on essaie de la dériver, ça donne, enfin, il n'y a pas de souci, ça donne 0. Alors, l'idée en soi est pas très difficile, mais elle demande probablement une formule que je ne sais plus si je la donne. Et ce sera la formule un petit peu de base de tout le truc. Donc la formule est en soi pas très difficile. C'est que la dérivée d'une fonction d'une autre fonction, je vais expliquer un petit peu plus tard ce que ça veut dire, est égale à la dérivée de la première fonction. Euh, Ici on a mis par rapport à t, fois la dérivée de la seconde fonction de la première fonction. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc déjà, je vais juste encadrer cette formule qui va être très importante. Je ne sais pas pourquoi je la donne pas dans le polycopier, parce qu'au final, c'est limite la seule qui est utile pour résoudre des équations Celle-là, elle différentielles. y était, hein, dans le poly. Ok, elle y était. Je me souvenais plus exactement. Donc, je vais juste l'expliquer bien rapidement, avec plusieurs exemples. Alors, premier exemple qui me vient en tête, ce serait x plus 1 tout au carré, ce qui va être vraiment un exemple très simple. Et donc ça, ce sera une fonction, je vais appeler y. D'une fonction d'une autre fonction, on peut s'en convaincre assez rapidement en me remarquant que
Ah, je vais y arriver. Ceci, donc ce qu'il y a juste à l'intérieur de la parenthèse, je vais essayer de faire ça mieux. C'est une première fonction que je vais appeler g. Et ensuite, je vais poser f de x est égal à x au carré. Et en fait, on va voir que ça marche parce que lorsque j'essaie de calculer, je vais écrire un petit peu plus à côté. Parce que en effet, lorsque j'essaie de calculer f de g de x, ça reprend. Donc je prends f, donc mon x au carré, je remplace tous les x par g de x, donc du coup ça va me donner g de x au carré. J'ai simplement remplacé le x par g. Et ma fonction g, c'est x plus 1. Donc du coup, je retrouve bien ce que je voulais, savoir x plus 1 au carré. Donc du coup, c'est la manière. Donc après, bon, ça peut prendre un certain temps de se rendre compte que c'est une fonction dans une autre fonction. Mais malheureusement, il y a des fois, on n'a pas trop le choix. Donc je termine cet exemple. Donc j'ai f de x est égal à x au carré, g de x qui est égal à x plus 1, f de g de x qui est donc égal à x plus 1 au carré. Je remplace le x dans f par x plus 1. Et donc du coup, maintenant, je vais calculer les dérivées de chacune de ces fonctions, une à une. Donc du coup, la dérivée de f de x, ça va être deux x. J'espère que ça va, les dérivées x au carré, x plus 1. Oui, ça va. Ok. Donc voilà. Ensuite, la dérivée de g. Donc c'est la dérivée de x plus 1, c'est-à-dire la dérivée de x plus la dérivée de 1. La dérivée de x, c'est 1. Je vais y arriver. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Je pourrais éventuellement rajouter un plus 0 ici, mais on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est simplement le fait que du coup, on a la dérivée de f qui vaut 2x et la dérivée de g qui vaut 1. Donc, la dérivée de f de g de x, ça fait beaucoup de parenthèses, est égale, d'après la formule, la dérivée de g en x fois la dérivée de f où x est remplacé par g. Ça, c'est la formule. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. La dérivée de g, on vient de la calculer, c'est 1. La dérivée de f, c'est 2x, mais je dois remplacer tous les x par g de x. Donc, ça me donne 2 g de x. Et g de x, c'est x plus 1. Donc là, il y a un fois, ça fait 1 fois 2, entre parenthèses, x plus 1, c'est-à-dire 2x plus 2. Donc voilà, donc ça c'est un premier exemple plutôt, assez simple. Jusque-là, ça va? T'as réussi à suivre? Mais comment tu passes alors, toi, tu ne vois pas mon pointeur, mais comment tu arrives à 2g de x? Alors, ce que je t'ai dit, c'est que tu prends la dérivée de f Ouais, et tu remplaces tous les x par g de x. ok. Donc du coup, là, tu prends le 2x, il va devenir 2g de x. C'est ce que dit la formule. Je peux éventuellement détailler un petit peu plus la formule. Je prends d sur dx de f de g de x. C'est la formule de dérivation la plus compliquée, hein. C'est normal que ce soit un petit peu difficile au début. Donc,
Jusque-là, ça va. Donc le DG sur dx, les x restent x, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque je multiplie par df sur des x, je remplace tous les x par des g de x. C'est là la petite subtilité. Donc ça veut dire remplacer x par g de x dans la formule de df sur dx. Voilà, c'est gros modo, donc c'est ça. Et ensuite, tu multiplies par dg sur dx sans faire de remplacement ou quoi que ce soit. Je vais refaire des exemples et puis on va faire un exercice. S'il y a besoin, on va faire ça. Donc, nouvel exemple. On va prendre une nouvelle fonction que je vais appeler y de x qui va être égal, on va rester dans le même style d'exemple pour l'instant. 2x plus 1 au cube. Alors, cet exemple, je le fais et ensuite, si tu veux, je te demanderai de faire un exemple et puis je t'accompagnerai dans le raisonnement. Ok. Donc là, on est encore dans le cas d'une fonction, d'une autre fonction. Si on regarde, on a une fonction dans la parenthèse qu'on va appeler g. Et on a une autre parenthèse et on a une autre fonction qui sera juste le x au cube. Donc du coup, on va avoir f de x est égal à x au cube. G de x est égal à 2x plus 1. On voit bien que f de g de x est égal. Donc je prends la formule de f et je remplace tous les x par g. Ça me fait g de x au cube. Si j'ai remplacé, je remplace maintenant g de x par ce qu'elle vaut, c'est-à-dire 2x plus 1. Ça me fait 2x plus 1 au cube. Et 2x plus 1 au cube, c'est bien la fonction qu'on cherchait. Donc du coup, on voit bien que ça marche. Ça peut prendre un petit peu de temps au début de voir les fonctions qui sont imbriquées dans les autres. Mais c'est malheureusement assez important de pouvoir le faire. Donc limite, on peut faire beaucoup de ça aujourd'hui parce que de toute façon, on n'a plus grand chose à faire en mécanique. Donc, une fois qu'on en est là, donc je réécris, on a f de x est égal à x au cube. Donc, quelle va être df sur dx? Ce sera, donc je prends la formule de la dérivée de x puissance quelque chose, c'est-à-dire ce quelque chose, dans notre cas 3, fois x puissance ce quelque chose moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 3 fois x au carré. Je rappelle la formule générale. La dérivée de x puissance, donc ce quelque chose, je vais l'appeler n, est égal à n x puissance n moins 1. Donc c'est la formule que j'ai utilisée dans mon cas ici, puisque dans notre cas, on avait n égale 3. Donc le n devant le x ici a été remplacé par 3, et le n ici était remplacé par 3 moins 1, donc ça nous fait bien 2. Donc ça, c'est pour la dérivée de f. Maintenant, la dérivée de g. Donc g, on a dit qu'il valait 2x plus 1. Ça veut dire donc que la dérivée de g est égale à donc la dérivée de 2x plus la dérivée de 1. La dérivée de 2x, bah, c'est 2. On prend le nombre qui est juste devant le x, plus la dérivée de 1, c'est 0.
je le marque, mais au final, on peut juste enlever. Donc, au final, la dérivée, je vais y arriver, voilà. La dérivée, je vais prendre un peu plus d'espace. La dérivée de f de g de x est égale donc à la dérivée de g fois la dérivée de f en g de x. La dérivée de g, on vient de la calculer, c'est 2. La dérivée de f, c'est 3x au carré. Et je remplace tous les x par g. Donc ça me fait 3 g de x pas au cube, au carré. 2 fois 3, ça fait 6. Fois g de x, donc 2x plus 1, au carré. Et donc ça, c'est la valeur de la dérivée de ma fonction. Donc ça veut dire que lorsque je dérive la fonction initiale, qui était 2x plus 1 au cube, j'obtiens 6 fois 2x plus 1 au carré. Maintenant, je vais te demander d'essayer de faire l'exemple si ça va pas être trop difficile à cause du... Enfin, tu vas juste me dicter ce que j'écris, ce qui peut être un peu difficile. Donc je te pose la fonction suivante, qui ressemble beaucoup à celle d'avant, hein. Je vais mettre, on va dire, x plus 3 au cube. Alors, est-ce que tu peux me trouver f et x, f et g? Alors, ta f, c'est x plus 3. Et g, c'est x, c'est x au cube. Ouais, alors c'est l'inverse. Je te montre pourquoi. En fait, f c'est x au cube et g c'est x plus 3. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est f de g de x. C'est-à-dire, je dois remplacer les x par g de x. Et tu vois bien que si je remplace le x dans x au cube par x plus 3, j'obtiens bien le résultat Ouais, ça initial. marche. Est-ce que tu as vu ça? Enfin, ça va? Oui, oui, c'est bon. Ok. Ben, on va du coup modifier un peu l'exemple pour essayer de. Je fais qu'avec des exemples comme ça, on fera avec des fonctions peut-être un peu plus compliquées après. Prenons x plus 1 puissance 4. Alors là, du coup, qu'est-ce que ce sera f et qu'est-ce que ce sera g? Et du coup, ta g, c'est x plus 1 et f de x, c'est x puissance 4. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, une fois que tu as f et g, il me faut les dérivés de f et de g. Alors, on va commencer par la plus simple. Quelle est la dérivée de x plus 1? Bah, le 1, il disparaît. Enfin, la Ouais, dérivée le de 1 x disparaît, ouais. devient 0. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Ouais, c'est ça. Donc la dérivée de x plus 1, c'est juste 1. Maintenant, la dérivée de f. Un peu plus compliqué, si tu veux, je te rappelle la formule. Non, c'est bon, non, c'est 4x au cube. Ouais, très bien. Donc c'est ça, ouais. Donc ensuite, on utilise la formule que j'ai donnée. Et qu'est-ce que ça nous donne? Donc la formule, c'est dg sur dx fois df sur dx en g de x. Alors, je te laisse remplacer un par un toutes les valeurs, une par une. Du coup, dg sur dx, c'est 1. Ouais, Donc, tu te retrouves avec 1 fois 4
Ouais. Entre parenthèses, 1 au carré. Alors, là, Euh, petite erreur, c'est g de x, pas la dérivée de g. C'est g tout court qu'il faut ah, mettre. j'ai, bah, du coup, 4x. Non, attends, elle était où? J'ai x plus 1. Ouais, c'est ça. X plus 1, donc ensuite je ferme la parenthèse, et c'est puissance quoi? On était où? Bah, cube. Ouais, c'est ça. Ouais, dans la formule, faut bien voir que ici, c'est G qui nous intéresse, pas DG. Le DG, il vient devant, il reste pas dedans. Ok, tu veux éventuellement je te donne d'autres exercices? Comme tu veux. Bah, ça, c'est toi qui vois. Ou alors, si tu veux, on essaie d'en faire une un peu plus compliquée et puis on voit ce que ça donne. Ça marche. Donc là, on va faire un petit peu. Déjà, je vais rappeler juste quelques petites formules qui sont assez importantes. Là, c'est sur des fonctions un peu plus complexes. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Voilà, ça va, c'est pour ça qu'exponentielle, on a bien travaillé avec, c'est que c'est pas trop difficile. La dérivée de cosinus. Les fonctions trigonométriques, de toute façon, je vais revenir dessus juste après. Donc, ça, tout ça, on reviendra. Mais bon, ça, faut juste le connaître. On peut essayer de le comprendre trop. On peut essayer éventuellement de le comprendre un peu avec un graphique. Donc, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Et la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Voilà. Il faut juste faire un tout petit peu attention aux signes. Il y a un moins qui arrive sur cosinus, mais pas sur sinus. C'est un peu, euh, un peu bizarre, mais en fait, ça se montre ça se remarque assez rapidement, en fait. Euh, si je prends un graphique, hop, voilà comme ça. Et donc, alors, si je trace cosinus, ça va me donner grosso modo quelque chose de comme ça. Plus ou moins. Donc, ça c'est x, ça c'est cos x. Donc ici, on est en 0. Ici, les valeurs importantes sont là, là, là et là. Alors, on a tendance à mesurer en physique les angles, on les mesure en radians. Donc c'est plus ou moins équivalent en degrés. Tu as déjà vu les radians? Oui, bah, tu sais, j'ai vu ton poly quand même. Ouais, ça peut. Donc du coup, ça devrait être bon. Donc du coup, ici on a pi sur 2, ici on a pi, ici on a 3 pi sur 2, et ici on a 2 pi. Voilà. Donc les valeurs intéressantes sont ici au niveau du cosinus. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui initialement vaut 1. Alors, hop, là c'est 1, là c'est moins 1. Donc elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. On a une fonction qui à 0 vaut 1, puis qui vaut 0 en pi sur 2, puis qui vaut moins 1, bien ici, en pi, puis qui vaut de nouveau 0 en 3 pi sur 2, puis qui vaut 2, puis qui vaut 1 en 2 pi, et ainsi de suite en fait. C'est quelque chose qui va se répéter. Ensuite, hop, je vais faire pareil sur sinus. Hop, alors, pour sinus, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fait comme ça. Donc c'est plus ou moins, enfin ça se ressemble beaucoup. Les points d'intérêt sont aux mêmes endroits. Donc on a donc 0. Ici on a pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Ah, arrivé. Voilà.
Ok, alors ce qui est intéressant du coup de se rendre compte, c'est pourquoi est-ce que la dérivée de sinus c'est cosinus et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Alors, quand on regarde, plus ou moins à zéro, le sinus, il ressemble à une droite comme ça. On voit que les deux courbes sont plus ou moins identiques pendant un certain temps. Et cette droite, c'est la fonction f de x égale x. Donc du coup, en 0, on veut qu'ils aient la même dérivée. La dérivée de f de x, c'est 1. Donc du coup, on cherche une fonction qui en 0 vaut 1. On voit bien que le cosinus, ici, en 0, il vaut 1. Donc du coup, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, on voit au niveau de en pi sur 2, ici, qu'on a quelque chose de plat. Quelque chose de plat, en fait, c'est une fonction, c'est une constante. Donc c'est une fonction constante. Pareil, hein, le sinus, toujours compris entre -1 et 1. Voilà. Donc du coup, on a ici une fonction constante qui vaut 1. En gros, on est au niveau du plat du haut du sinus. Donc du coup, la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Donc du coup, on est intéressé par une fonction qui, en pi sur 2, vaut 0. On se rend compte une nouvelle fois que le cosinus a tout à fait cette propriété-là. Ensuite, ensuite, ben, on fera... Alors, je ne sais pas si le jaune va être très visible. Bon, en plus, c'est du surlignement, je n'avais pas vu. On va reprendre du bleu. En pi, cette fois-ci, on a une droite, mais à pente négative, d'équation, je ne vais pas l'appeler f, d'équation h de x égale moins x, cette fois-ci. Donc, lorsque je la dérive, ça me donne moins 1. Donc, on veut une fonction qui, en pi, vaudrait moins 1, et on se rend compte une nouvelle fois que le sinus a cette propriété-là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En 3π sur 2, c'est quelque chose d'à peu près plat. Du coup, on voudrait une fonction, on voudrait que sa dérivée soit nulle. Or, le cosinus est bien nul à ce moment-là. Donc, on se rend compte que ça marche plutôt pas mal. Maintenant, dans l'autre sens, si on fait le raisonnement inverse, on a donc du coup au niveau du cosinus, au départ, on a quelque chose de... Est-ce que je vais réussir à enlever juste les points bleus? Super. Ça, c'est pas grave, ça, je peux le refaire. Voilà. Alors, pour le cosinus, on voit qu'au début, c'est quelque chose qui est assez plat. Du coup, on aimerait bien qu'il ait une dérivée négative. On aimerait bien qu'il ait une dérivée nulle. C'est le cas du sinus. En 0, il vaut 0. Si en 0, sinus vaut 0, moins sinus vaudra aussi 0. Ensuite, au niveau de pi sur 2, on voit une nouvelle fois qu'on a une droite, comme ça, d'équation f de x égale moins x. Elle est descendante. Du coup, on aimerait une fonction. Du coup, en ce qui concerne sa dérivée, on voudrait que ça vaille moins 1. Or, c'est là que ça pêche. Le sinus, en pi sur 2, il vaut 1 et pas moins 1. Donc du coup, si je prends moins sinus, j'obtiens moins 1. Et donc du coup, ça marche bien. On peut faire le raisonnement après sur tout le reste, à tous les autres endroits, et se rendre compte qu'au final, ça marche assez bien. Je ne vais pas essayer de démontrer ça mathématiquement, ça n'a aucun intérêt dans le cas de notre cours. Donc du coup, voilà. Ça veut dire que je peux utiliser ces trois fonctions, toujours avec la même formule, la même formule que tout à l'heure. Donc en utilisant du coup ce genre d'exemple. On va cette fois-ci poser y de x est égal à exponentielle de x plus 1 pour l'exemple. Alors là, une nouvelle fois, il faut trouver les fonctions, quelle fonction est dans quoi, c'est-à-dire f de x et g de x, celle qu'on a bien, f de g de x égale y de x. Ben, je te le demande tout de suite, mais est-ce que tu arrives à me trouver la fonction f et la fonction g? G, c'est x plus 1, f, c'est exponentielle.
Ouais, très bien. Voilà. Donc du coup, à partir de là, F', on ne veut pas utiliser F'. On utilise les bonnes notations. Donc du coup, la dérivée de F, la dérivée d'exponentielle, c'est... Exponentielle. Ouais. Et la dérivée de G, Bah, c'est 1. ouais, c'est 1. Et donc du coup, la dérivée de f de g de x, ce sera donc la dérivée de g fois la dérivée de f de g de x. La dérivée de g, on a dit que c'était 1. Et maintenant, je te demande juste de me faire l'autre partie. Donc c'est 1 fois exponentielle de, entre parenthèses, x plus 1. Ouais, c'est ça. On peut enlever les parenthèses, mais bon, enfin, c'est Et du comme on coup, veut. Mais ouais, c'est ça. ça fait exponentielle de x plus 1, puisque 1 fois e, ça fait e. Oui, c'est ça. Donc c'est exponentielle de x plus 1. Donc du coup, on trouve en fait que la dérivée de y, c'est y. C'est voilà, c'est bon. Vu qu'on a des exponentielles, ça ne nous surprend pas de retrouver à peu près ce résultat-là. Ok, on va faire un exemple avec des cosinus maintenant. Ensuite, on va pouvoir revenir à l'oscillateur harmonique. Alors, j'ai cette fois-ci y de x est égal à cosinus 2x plus 1. Alors, cette fois-ci, que va valoir f et que va valoir g? F, ce sera cosinus, et g, 2x plus 1. Ouais. Alors, du coup, la dérivée de f et la dérivée de g, ce sera... Du coup, la dérivée de f, ce sera moins sinus de x, Ouais, et la dérivée de g, bah, ce sera 2. oui, c'est ça. Donc, du coup, la dérivée de f de g de x est égale, je réécris encore la formule, ok, alors on fait le remplacement, donc dg sur dx c'est 2 fois, alors là qu'est-ce que j'écris? Bah, du coup, alors attends, t'es où? Oui. Moins sinus de, entre parenthèses, attends, je recherche bah, de 2x plus 1. Ouais, très bien, donc voilà, donc ça me fait moins 2 sinus de 2x plus 1. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, on va pouvoir corriger rapidement les exercices de la semaine dernière et puis repasser à l'oscillateur harmonique, puisque ben, l'oscillateur harmonique, c'est ni plus ni moins que cet exemple qu'on vient de faire. Alors, l'exercice de la semaine dernière était le suivant. On va faire que finalement, alors on va faire, donc du coup, c'était, on a l'équation différentielle suivante. Alors attention, ici, c'est plus x mais t. Et je disais que la solution, c'était y de t est égal à exponentielle de ct. Alors, l'idée, en fait, c'est très simple. Ct ici, c'est cy. L'idée est en soi pas très difficile. C'est on calcule d'abord le côté gauche de l'équation, puis le côté droit, et on voit s'ils sont bien égaux. Donc, le côté gauche, c'est la dérivée
donc on remplace y par ce que je vous ai donné, savoir exponentielle de ct. Et alors, quelle est la dérivée d'exponentielle de ct? Où c est une Exponentielle constante. de ct. C'est, tu as dit? J'ai pas entendu. Bah, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Ouais, mais du coup là, c'est pas juste exponentielle, c'est exponentielle d'une autre fonction. C'est comme c'est le cas dans lequel on est avant. On peut écrire, on peut écrire ça comme étant exponentielle d'une fonction que je vais appeler g, comme tout à l'heure, où g de x, g de x, de t cette fois-ci, est égal à c fois t. Donc du coup, quelle va être la dérivée? Quelle va être la dérivée de g? Attends. La dérivée. C'est quelque chose fois la variable. Et C, du ça coup, peut être 2, ça peut être ce comme que tu c, veux. c'est une constante, ça donne juste la variable, non? Ouais, enfin pas la variable, la constante devant. Donc juste le C en fait. C'est comme dans le cas où on avait dérivé 2 fois x, ça donnait 2. Là, c'est comme si on avait C fois x, du coup ça donne juste C. Ça donne juste qu'il y a devant la variable. Donc du coup, voilà. Donc dans notre cas, ça va nous faire la dérivée de g fois exponentielle de g de t. Alors pourquoi exponentielle? Parce que exponentielle, c'est sa propre dérivée, mais je peux l'écrire comme ça, hein. Je peux l'écrire la dérivée de exponentielle de t, et t en remplaçant t par donc du coup g de t. La dérivée de g, on vient de la calculer, c'est c, fois la dérivée de l'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle de g, du coup c'est t. Donc ça, c'est notre premier résultat. Maintenant, on voit aussi que lorsqu'on multiplie donc c fois y de t, ça nous fait c fois, je remplace y par l'exponentielle, exponentielle de ct, et bien on retrouve le même résultat. Donc, du coup, on voit bien que dans les deux cas, on obtient le même résultat. On va faire l'autre exercice ensemble pour que J'ai tu pas fasses ça. compris le dernier truc que tu as dit, genre comment t'es arrivé à la dernière ligne? Alors, la dernière ligne, en fait, j'ai pris l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire ça. Je prends le CY. Donc là, je m'étais intéressé à la partie gauche de l'équation. J'ai pris Ouais. le Y que je donnais, je l'ai calculé. Ça m'a donné C exponentielle de CT, là, juste là. Hop. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la partie droite est égale à la partie gauche. Donc, du coup, il me reste à calculer la partie droite. La partie droite, c'est C fois Y. Je remplace Y par ce que je vous ai donné, donc exponentielle de CT, et ça me donne C fois exponentielle de CT, qui est le même résultat. Est-ce que ça va? Bah, non, du coup, comment t'es arrivé au remplacement de ton Y là? Y, je l'ai donné. Ah oui, ok, oui, Y, d'accord. je vous le donne. Il est là. Ok, bah du coup, oui, du coup, c'est. Ok. Je vous le donne. Je vous demande pas de trouver Y. Trouver Y, c'est nous c'est beaucoup plus compliqué. C'est à nous de le faire. Nous, on vous donne Y, on vous demande simplement d'être capable de voir si Y est bien une solution. On va refaire un deuxième exercice un peu pour voir ça. Donc l'autre exercice,
que j'avais donné, c'était t carré y, ok, avec exponentielle de t sur 3. Donc, dy sur dt est égal à t au carré y avec y de t est égal à exponentielle de t au cube sur 3. Alors, donc là, on fait comme j'ai fait juste avant. Alors déjà, donc du coup, on va d'abord calculer la partie gauche, et ensuite on va calculer la partie droite. Cette fois-ci, je vais bien faire la démarcation pour qu'on voit bien. Alors, quelle va être la dérivée de dy sur dt? Comment est-ce que tu ferais pour t'y prendre? Euh, Tu prends, donc du coup, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire c'est f faut de gd. décomposer en deux fonctions, du coup. De quoi? Du coup, faut décomposer en deux fonctions. Oui, c'est ça, comme avant. Donc du coup, on va poser, ce qu'on va faire, c'est on va encore poser f et g, comme tout à l'heure. Alors, que vaut f et que vaut g dans notre cas? Du coup, G, c'est t au cube sur 3. Ouais, Et F, c'est exponentielle. ouais, exactement. Donc du coup, la dérivée de f, ce sera, Exponentielle. oui, juste l'exponentielle. Et la dérivée de g, ce sera, Euh, Alors attends, je sais pas comment tu fais là quand tu as une division. alors, ça c'est pas, tu peux le réécrire de la manière suivante. J'arrête d'écrire x, arrêtons d'écrire x. Voilà, voilà, et voilà. Il en reste encore un ici. Alors, ce qu'on fait, c'est on prend, donc du coup, c'est la dérivée de t au cube sur 3. Ce qu'on peut faire, c'est réécrire t au cube sur 3 d'une manière différente. C'est-à-dire 1 tiers fois t au cube. Alors, comment est-ce que tu ferais? Je peux te redonner éventuellement une formule importante, qui est la suivante. La dérivée de une constante que je vais appeler a fois une fonction, c'est égal à a fois la dérivée de la fonction. C'est-à-dire, la constante, je peux comme la passer devant, sans souci. Je peux la mettre devant le d sur dt. Du coup, Du c'est coup, dans notre cas, 1 tiers ouais, fois euh, 3t au carré. ouais, exactement. Alors, on a 1 tiers fois 3 qui s'en vont, parce que 3 divisé par 3, ça fait 1. Et du coup, il nous reste juste t au carré. J'ai écrit cube, mais c'est carré. Voilà, donc, c'est l'exemple le plus difficile, hein. Le reste sera normalement beaucoup plus court. Donc, je vais séparer comme ça plutôt. Alors, on a f, on a g, on a df, on a dg. Du coup, on peut calculer maintenant le résultat. Donc, on a dit que dy sur dt est égal donc à dg sur dt fois df sur dt de g de t. Alors, dg sur dt, on avait dit que c'était quoi du coup?
Ouais, t carré. Maintenant, df sur dt, c'est Exponentielle de t. exponentielle de t. Et du coup, tu remplaces t par g, c'est-à-dire par... euh, exponentielle de t au cube sur 3. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pas besoin d'aller plus loin. On a le résultat qui nous intéresse ici. Maintenant, on va calculer l'autre côté. Alors, de l'autre côté, je vais effacer cette formule. Elle est dans le polycopier de mathématiques. Maintenant, de l'autre côté, ce qui nous intéresse, c'est juste t au carré fois y de t. Qu'est-ce que ça vaut, t au carré fois y de t? Du coup, ça vaut t au carré fois exponentielle de t cube sur 3. Ouais, t au carré fois exponentielle de t au cube sur 3. Alors, est-ce qu'on a le même résultat des deux côtés? Oui. Donc, du coup, ça marche. Oui. Ok. Est-ce que ça va? C'est bon, tu as à peu près compris ça? Ouais. Ok, bah, super. Du coup, on peut revenir à notre oscillateur harmonique. Alors, j'avais dit que je chercherais des petites animations, j'en ai, pour représenter un petit peu du coup l'oscillateur harmonique. Alors, je vais faire ça de suite. Il faut juste que je change de capture l'écran. Ce sera du coup cet écran-là. Voilà, voilà. Alors, on a... Est-ce que ça marche en plein écran? Ouais, ça a l'air de marcher. Donc du coup, les énergies, pour l'instant, on ne les fera pas. Donc tout ce qui est à partie droite, on fera ça plus tard. Ce qui nous intéresse, du coup, c'est qu'on a une visualisation de l'oscillateur harmonique. C'est-à-dire on voit qu'on a une masse, donc un objet, ici un cube, qui est maintenu, qui est relié à un ressort lui-même sur un mur. Et donc l'idée, ça va être, alors le poids, c'est la force qui va venir remettre l'objet vers qui va essayer de le faire tomber. Et ce qu'ils appellent ici la force de la réaction du support, c'est la force que doit exercer la table pour pas faire tomber l'objet, pour que l'objet ne tombe pas. Lorsque je pose quelque chose sur une table, l'objet est toujours soumis à la gravité. Mais ce qui l'empêche de tomber par terre, c'est la table. C'est-à-dire que la table doit exercer une force pour contrebalancer la gravité sur cet objet. On appelle ça la réaction du support, puisque c'est la force qu'exerce le support en réaction à la force de gravité de l'objet. Et donc du coup, ces deux forces, on peut complètement partir du principe qu'elles n'existent plus parce qu'elles s'annulent. Mais bon, là, ils ont décidé de les mettre. Et on a la troisième force, la force qui nous intéresse, c'est la force qu'exerce le ressort qui va venir donc tirer l'objet ou le pousser et qu'on appelle la force de rappel. Et donc du coup, lorsqu'on regarde le mouvement, ça nous donne quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'on a le ressort qui va d'abord venir se comprimer. Sous l'effet de l'inertie, la compression va aller un peu trop loin. Du coup, le ressort va commencer à repartir dans l'autre sens. Sous l'effet de l'inertie, il va aller un peu trop loin, ce qui fait que le ressort va vouloir se recomprimer, puis se réélargir, puis se recomprimer, puis se réélargir. Et c'est comme ça qu'on obtient du coup un oscillateur harmonique. Voilà. J'espère que ça se voit plutôt bien sur la vidéo. Je peux envoyer la vidéo autrement. Donc voilà. Maintenant, du coup, on va essayer de revenir à ce qu'on faisait sur l'oscillateur harmonique. Donc je vais reprendre plus ou moins pas forcément de zéro, mais je vais essayer de reprendre à peu près comme je peux. Hop, voilà. Alors, donc on était dans notre cas où on avait un oscillateur harmonique, c'est-à-dire qu'on avait un mur, comme dans la vidéo. Sur le mur est attaché un ressort. Et sur ce ressort, il y a un objet
ayant une certaine masse. Donc oui, techniquement, on a la gravité et la force qui empêche tout de tomber, mais du coup, on va les négliger. On va partir du principe qu'il n'y a pas de gravité. Et du coup, la seule force que ressentira notre objet, ce sera cette force de rappel du ressort. C'est-à-dire que le ressort va essayer de le tirer vers lui ou de le pousser dans l'autre sens. J'avais expliqué la semaine dernière que cette force F, elle valait moins K fois X, où K est une certaine constante. X, c'est la position du ressort, enfin de l'objet, et le 0 est pris de telle sorte à ce que c'est quand le ressort est au repos, c'est-à-dire que le ressort ne bouge pas ou ne tire pas ou ne pousse pas l'objet. Et donc notre objet va ressentir une force qui sera moins kx. J'avais détaillé ça la semaine dernière. Maintenant, on va partir du coup du principe, on va utiliser notre principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la loi de Newton. Qui nous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération de l'objet. La force, on a dit que c'était moins K fois X, qui valait du coup la masse fois l'accélération. Je t'entends plus là. J'espère que le bruit n'a pas trop posé de soucis. Donc voilà. Il y a eu un gros blanc où je t'entendais plus. De quoi? Il y a eu un gros blanc où je ne t'entendais plus. C'est normal, je disais juste aux gens avec moi, c'est un peu moins de bruit. Ah, ok. J'avais coupé le micro. Donc voilà. Donc ça, c'était la loi de Newton. Et donc, c'était l'équation différentielle qu'on avait essayé de résoudre la dernière fois. Donc, c'est-à-dire qu'on va la réécrire sous une autre forme. On va écrire A, donc c'est la seconde dérivée de x par rapport au temps, est égale à moins une certaine constante que je vais appeler oméga fois x, où oméga, c'est k sur m. Et je vais faire mieux. Je vais l'appeler oméga. Si je l'appelle oméga et pas K, si je laisse pas les K sur M, c'est parce que c'est plus rapide à écrire que K sur M à chaque fois. Du coup, c'est pour ça que je fais ça. Où oméga est égal à K sur M. En réalité, on dirait oméga au carré, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Ça ne change pas grand-chose, à part juste la forme finale. Et donc, du coup, j'avais dit que la solution était une sorte de cosinus. C'est-à-dire x de t est égal à une constante que j'appelais A, on va voir pourquoi après, cosinus racine de oméga t. Point. Donc voilà, donc on a notre équation différentielle. Je vais y arriver. Voilà. Et on a une solution que je dis. Maintenant, l'objectif, ça va être de voir si on a réellement une solution. Hop, je vais l'écrire. Est-ce vraiment une solution? On est en science, on ne prend rien pour acquis, on essaye de tout comprendre par soi-même. Donc, l'idée, ça ne va pas être très difficile. Je réécris tout ici. D au carré x sur dt au carré est égal à moins oméga x. X de t est égal à cosinus racine de oméga fois t. On va voir, du coup, ça va permettre aussi de comprendre d'où sort le racine. Alors, on fait comme tout à l'heure, on commence par calculer la partie gauche de l'équation. Alors, lorsqu'on a une double dérivée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule la dérivée une première fois et on la calcule une deuxième fois.
Alors, première dérivée. Donc, la dérivée par rapport au temps de a cosinus racine de oméga fois t. Racine de oméga, c'est une constante, hein. Donc, du coup, on pourrait appeler ça juste c. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on cherche une fonction f et une fonction g. Alors, qu'est-ce que tu prendrais comme fonction f et comme fonction g? Moi, je dirais comme fonction g racine de oméga de t Ouais, et comme fonction f a cosinus de x. ouais. Une nouvelle fois, j'ai mis des x. Ouais, donc c'est des t, mais bon, enfin, ça change pas grand-chose. Ici, x, c'est ma fonction, c'est le seul truc. Ça peut être un peu déroutant au début, mais l'idée, c'est que, vu qu'on cherche la position et que la position, c'est x, x devient la fonction. Et la variable, c'est le temps. Ouais, donc très très bien. Alors maintenant, on va du coup s'intéresser à la dérivée de f et la dérivée de g. Quelle est la dérivée de a cosinus cosinus t? Moins sinus t, mais je sais pas ce que tu fais de ta constante là en fait. Bah, en fait, elle reste juste devant et elle bouge pas. C'est quand on a une constante devant et qu'on dérive, elle reste juste devant et on peut dériver le reste comme si elle n'était pas là. Donc Donc du coup, moins a sinus ouais, de t. c'est ça. Moins a sinus t. Maintenant, quelle est la dérivée de g? Euh, Racine de oméga. Ouais, juste racine de oméga. Ok, donc du coup, voilà. Donc ça nous donne au final la dérivée de x est égale donc à la dérivée de g fois la dérivée de f de g. Et donc, ça nous donne, je vais avoir la place pour écrire, qu'est-ce que ça nous donne? Donc ça nous donne égal racine de oméga Ouais, fois moins a sinus de ouais, entre parenthèses racine de oméga fois t. ouais, exactement. Voilà, on va le réécrire d'une manière un peu plus, un tout petit peu plus jolie, juste en remettant les termes dans le bon sens. Moins a racine de oméga sinus racine de oméga t. Voilà, la première dérivée, c'est fait. Maintenant, il faut faire la seconde. C'est un peu fastidieux, j'en ai conscience. On va pas le faire pour tout, hein. Alors, on s'intéresse maintenant à la seconde dérivée de x, qui est tout simplement la dérivée de ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire la dérivée de moins a racine de oméga sinus racine de oméga fois t. Comme ça. Alors, donc du coup, dt voilà. sur dt. Pourquoi tu te retrouves avec dt sur dt? En fait, enfin, ça c'est oui, c'est moi qui, non, ça c'est moi qui ai, j'avais Ok. pas vu. C'est dx sur dt. Voilà. Donc, on fait comme juste comme avant. Donc, on va poser une fonction, on va chercher une fonction f et une fonction g.
Est-ce que tu arrives à me les donner, les deux? Ouais, mais attends, je suis encore à la ligne d'avant là. Ah ouais. Attends une seconde. Euh, ok. Alors, euh, est-ce qu'il faudrait pas développer? Il y a normalement pas besoin. C'est-à-dire que là, toi, tu es ici avec f de g de x. Je te demande, comme tout à l'heure, quel est f et quel est g. C'est Et le du cas coup, c'est pareil que juste avant. Tout avant, on ok, avait, c'est juste que tu en as une qui est plus compliquée, mais comme c'est des constantes, ça marche quand même. ouais, c'est Du ça, coup, ça, G, c'est racine de oméga de t. ouais, ça n'a pas changé. Et F, c'est moins A racine de oméga sinus de t. Exactement. J'ai encore mis des x, je n'y arriverai pas. C'est bon, c'est bon. Je suis à 50. Ok, donc du coup, maintenant, on va chercher df sur dt et dg sur dt. Alors, qu'est-ce que df sur dt? Alors, Ce qui t'intéresse, c'est juste le sinus. Tout le reste, c'est une grosse constante. Du coup, tu peux juste le laisser devant et faire comme s'il n'existait pas. donc ça fait moins A racine de oméga cosinus de. Cosinus de t. Ouais, très très bien. Et dg sur dt, c'est toujours racine de oméga. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc, Ouais. dx au carré sur dt, carré, j'ai oublié un carré ici, il faut mettre un petit carré pour dire qu'on dérive deux fois, est égal à dg sur dx sur dt fois df sur dt de g de t. Alors, on a dit que dg c'était Alors, racine de oméga. ouais, df sur dt ensuite, Moins A racine de oméga cosinus de du coup de racine d'oméga fois t. exactement. Ok, on rebalance les termes, on a racine de oméga fois racine de oméga, ça fait juste oméga, donc on a moins a oméga cosinus racine de oméga t. Voilà, voilà. Ok, donc ça c'était la partie gauche. La partie gauche était la plus complexe, hein. La partie droite sera beaucoup plus simple. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc du coup la partie droite. Je reviens de slide au-dessus. La partie droite, elle était là. C'était juste moins, moins oméga x. Donc maintenant, je vais m'intéresser à que vaut moins oméga x. Alors, bah, c'est pas très difficile. Moins oméga x de t est égal à moins oméga fois, et là je remplace simplement euh, x parce que j'avais dit juste avant, c'est-à-dire a cosinus racine de oméga t. Et du coup, voilà, j'obtiens ce résultat cette fois-ci de ce côté. On regarde le résultat d'avant. C'est C'était le moins résultat. a oméga cos racine de oméga t. Et le résultat d'après, qui est moins oméga fois a cos racine de oméga t, c'est la même chose. On a bien une solution. Voilà, le gros calcul est fait. Maintenant, on va pouvoir faire un peu plus de physique.
en regardant comment se comporte cette solution. Donc c'est pour ça on va utiliser, on va utiliser une petite représentation. Hop, ici. Voilà. Alors, donc là j'ai tracé à quoi ressemble la solution et on va voir juste que ça change lorsque je change oméga et A. Donc on va commencer par oméga. Oméga, ici, il vaut 1. Et qu'est-ce qui va se passer si je le fais changer, c'est-à-dire si je commence à le rendre plus petit. Plus je le rends, donc on va commencer par plus grand en fait. Donc je le remets à 1 comme ça, et on va le faire aller de plus en plus grand. Et en fait, on va voir que l'oscillation commence à aller de plus en plus vite. Voilà comme ça. Donc, lorsqu'on était à 1, on était plus ou moins là. Voilà. Maintenant, lorsque je le fais aller jusqu'à 5, on obtient ceci. Donc plus oméga va être grand, plus on va avoir d'oscillations dans le temps. Dans le même temps, on va avoir plus d'oscillations, c'est-à-dire plus de mouvements du ressort, de compression, puis d'étirement, de compression, puis d'étirement. Ça signifie en fait que ce qu'on appelle la fréquence augmente. Donc en fait, oméga, c'est ce qu'on appelle en physique la fréquence de l'oscillation. Tout ça, on reviendra dessus c'est pas moi qui vais faire le cours, mais dans les séances suivantes, puisque les séances suivantes sont consacrées aux ondes, et les ondes, c'est ni plus ni moins que ça. Mais donc du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on modifie la valeur de grand A, la valeur du coup de la constante juste avant le cosinus? Alors là, je mets A égale 1, 1 j'ai dit, 0,9, 1, voilà. Et on voit que le point ici, en haut de la courbe, est du coup à une hauteur de 1, c'est-à-dire c'est le maximum. Maintenant, si j'augmente, alors je vais supprimer ce point. Si j'augmente la valeur de A, on va voir en fait la taille de l'oscillation qui va changer. Donc là, je le fais grandir jusqu'à des très grandes valeurs. Donc là, je suis à A égale 4. Et à l'inverse, si je le diminue, l'oscillation va devenir de plus en plus petite. Jusqu'à même enfin, je ne vais pas dépasser 0, mais je peux la faire devenir vraiment toute petite. Ou très très grande. Donc voilà ce qu'on a. On a un premier paramètre qui est oméga et qui correspond à la fréquence de l'oscillation. Plus oméga est grand, plus le ressort oscille vite. Et on a le grand A qui correspond à l'amplitude de l'oscillation, c'est-à-dire que plus il est grand et plus le ressort va amener l'objet loin de la position d'équilibre. Et donc du coup, plus l'amplitude, plus la taille de l'oscillation sera grande. Voilà, je reprends la petite vidéo de tout à l'heure. Oui, là. Donc voilà. On avait dit du coup qu'on avait de base un ressort qui a été maintenu dans une position d'étirement. Petit à petit, il va se mettre on le lâche et du coup le système se met à osciller avec une certaine amplitude qui correspond à la distance entre le moment où l'objet est où la trajectoire de l'objet est du coup à son maximum, ici, où le ressort est le plus détendu et l'endroit où l'objet est le plus contracté possible. C'est la définition de A, donc de cette amplitude. Et la fréquence, du coup, si j'augmentais la fréquence, ça correspondrait en fait à faire aller ma vidéo YouTube plus rapidement. Si j'arrive à voir avec le panneau.
Donc si je multiplie par 2 la fréquence, c'est comme si j'accélérais la vidéo YouTube en x2, et du coup on obtiendrait une oscillation beaucoup plus rapide. J'espère que ça ne saccade pas trop sur GoToMeeting, mais à l'inverse, je peux faire aussi l'inverse et diviser ma fréquence par 2 pour obtenir du coup quelque chose de beaucoup plus lent, comme ça, où du coup on a divisé la vitesse d'oscillation du ressort par 2. Voilà, voilà. Donc ça conclut ce que j'avais à dire sur l'oscillateur harmonique. Est-ce que tu as une question? Ok, alors j'ai ma caméra qui s'est remise, super. Rien ne va. Et donc, voilà. Alors, donc l'oscillateur harmonique va être très très important parce qu'en fait, donc c'est ce que j'aimerais bien aborder en fin de cours, c'est que en fait, l'oscillateur harmonique, eh bien, on le retrouve absolument tout le temps en physique. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, beaucoup de phénomènes sont oscillatoires et donc peuvent se ramener à une sorte de cosinus d'une manière ou d'une autre. On va faire un autre petit exemple qui de base est censé être oscillatoire et qui sera le dernier exemple de mécanique qu'on va faire et qui est le pendule. Donc, partie 2 du cours d'aujourd'hui, le pendule. Alors, un pendule, on peut voir ça de la manière suivante. On a, comme d'habitude, un repère x, y, et au toit, enfin, au plafond, on va suspendre un objet tenu à une corde, de cette manière. L'objet a une masse m, et la corde a une certaine longueur L. Et donc, du coup, nous, on s'intéresse, ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver l'angle ici. Je fasse ça, que je fasse ça mieux, que je vais appeler θ, et qui correspondra du coup à l'angle de l'oscillation du pendule. Du coup, cet angle, il va dépendre du temps, parce que dans le temps, mon pendule va avoir tendance à faire ça, puis à revenir, puis à repartir, puis à revenir. Et du coup, on peut s'attendre à ce qu'on ait une nouvelle fois un phénomène oscillatoire, c'est-à-dire comme un oscillateur harmonique. Voilà. Hop. Donc, on a l'objectif, du coup, ça va être de trouver une équation différentielle qui décrit le mouvement du pendule. Cette équation différentielle, eh ben, ce sera comme d'habitude la loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. Et donc, du coup, on va s'intéresser aux forces qui s'exercent sur ce pendule. Et en fait, comme d'habitude en mécanique, il n'y a qu'une seule force qui s'exerce, la gravité. La voici. Et donc, du coup, elle vaudra mg avec un moins devant pour dire qu'elle est orientée vers le bas. Donc, du coup, on va faire comme ça. Alors, intéressons-nous à tout ça. On va essayer de trouver, du coup, une équation pour décrire le mouvement de l'objet. Et alors, là, on va utiliser un référentiel un petit peu bizarre, mais qui est beaucoup plus simple à utiliser. Parce que les équations dans ce référentiel seront beaucoup plus simples. Et pour ça, je vais refaire le dessin un peu plus gros. Comme ça.
Hop, donc là, je vais faire ça en pointillé parce qu'en fait, ça correspond à rien. J'ai mon pendule qui est comme ça, avec ici la masse, et ici un certain angle θ. Et le référentiel que je vais utiliser est le suivant. Je vais dire déjà que le mouvement est en 2 dimensions, parce que ce sera beaucoup plus simple, que c'est vrai que on peut contraindre le mouvement à ce qu'il reste en 2 dimensions. Et deuxièmement, je vais dire donc que l'axe X sera celui-ci et que l'axe Y, ce sera celui-là. Avec comme d'habitude un petit angle droit ici. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien en fait, parce que ça va être un peu plus simple. Donc du coup, maintenant, je me retrouve avec ma force de gravité qui est dans ce sens-là, qui vaut moins mg, comme d'habitude. Et on remarque en fait que l'angle ici, entre la force et l'axe X, eh ben, c'est encore θ. Il est de retour. Donc, je peux faire ce qu'on appelle une projection pour obtenir la valeur de la force sur l'axe X et sur l'axe Y, en utilisant les formules trigonométriques habituelles. Donc les formules trigonométriques, vous les connaissez, vous les connaissez pas, pas besoin de les connaître en soi. Si vous voulez absolument voir d'où sort le résultat que je vais donner là, il va falloir les connaître. Et donc du coup, l'idée, c'est que la distance ici, ce sera mg à moins mg cos θ. Et de l'autre côté, la distance là, donc là, la force selon y, ce sera, allons-y s'il vous plaît, mg, attendez une seconde, il y a encore du bruit. Voilà. Alors, et de ce côté, on aura mg sin θ. Ah, voilà. Vu comment j'ai orienté mes axes, ce sera plutôt le moins qui sera juste là. Ça vient du fait qu'on veut que la gravité est dans le sens de x. Donc du coup, cette fois-ci, le poids est positif. C'est comme si je mettais la tête à l'envers. Et par contre, au niveau de y, la gravité va dans l'autre sens de y, et c'est de là que vient le moins. Le reste, c'est un petit peu de trigonométrie. Je vais pas le détailler, parce que ça n'a en soi pas grand-chose d'intéressant. Donc du coup, voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, je sais que le pendule ne va pas bouger dans la direction X, pour la simple et bonne raison qu'il est retenu par une ficelle ou par une barre en métal dans les vieilles pendules des horloges. Et donc du coup, je sais que selon la direction X, il ne va pas bouger. La tige métallique qu'il retient ne va pas s'agrandir ou ne va pas subitement se rétrécir. C'est une bonne approximation. En réalité, bon, si on prend une corde, il va y avoir une légère tension, mais ça ne va pas changer grand-chose. De l'autre côté, on va par contre avoir une modification de la direction sur la coordonnée Y, parce que c'est justement sur cette coordonnée que le pendule va bouger. Et donc du coup, on va du coup s'intéresser à la distance. Ce qui va nous intéresser, ce sera la distance là. Hop, donc cette grandeur-là. Et alors là, pour savoir que vaut cette grandeur, il va falloir faire un tout petit calcul qui va dépendre de la longueur du pendule. Donc la longueur du pendule, c'est L. Allons-y.
Alors, on va pour ça réutiliser la définition des radians et ce qui fait que les radians, on les utilise en physique, à savoir le fait que lorsqu'on prend un cercle de rayon 1, comme ça, hop, 1, 1, donc un cercle de rayon 1, l'angle θ ici correspond à la distance qui est là, c'est-à-dire à la partie de la circonférence du cercle qu'on a de rayon 1. Donc la taille de la corde, pas de la corde, mais de l'arc. On peut voir ça comme ça. C'est la définition des angles. C'est pour ça qu'on utilise les radians. Ça ne marche plus avec les degrés, ça ne marche plus avec les autres systèmes de mesure des radians, des angles. Et c'est pour ça qu'on utilise les radians en physique, parce que du coup, si à l'inverse, si on prend cette fois-ci un cercle qui a un rayon R quelconque, comme ça, donc là je suis en R et ici en R, la longueur ici, ce sera plus θ, ce sera plus l'angle, ce sera R fois l'angle. Alors, ça c'est la définition des radians. On les utilise justement parce qu'ils sont utiles comme ça. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de calculer très facilement la taille des arcs de cercle. Si j'utilisais des degrés, ce serait plus du tout vrai, ça. Mais là, on peut dire que c'est ça. Donc dans mon cas, dans le cas juste au-dessus, on a bien ici la taille d'un bout d'arc de cercle. Quel est le rayon du cercle associé? Donc si je fais tout le cercle, ça va me faire quelque chose de comme ça. Le rayon du cercle, ce sera la longueur du pendule. Et du coup, de cette manière, la longueur de juste cet arc-là, ce sera L fois l'angle θ. Bien. On a la position du pendule à n'importe quel moment. Et on a la force qui s'applique à lui. Du coup, on peut utiliser le principe fondamental de la dynamique pour trouver la valeur l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule. Donc l'idée est la suivante. Comme je disais, la dérivée par rapport au temps, seconde dérivée, l'accélération. L'accélération fois la masse de l'objet, l'accélération du coup selon y, est égale à moins mg sinus θ. Les masses, comme d'habitude, se simplifient et on va avoir l'accélération que je peux réécrire comme étant la seconde dérivée de y qui vaut moins g sinus θ. Y, comme je l'ai dit, c'est la distance entre c'est la distance à l'origine correspondant au moment où le pendule est le plus vers le bas possible. Si je reprends le schéma d'avant, GoToMeeting l'attend, voilà. Si du coup j'ai Y correspond donc à cette distance-là, à la distance Lθ ici. Donc du coup, je peux dire que Y est égal à Lθ, et donc du coup, j'ai la seconde dérivée temporelle de Lθ est égale à moins G sinus θ. On peut du coup dériver deux fois ça pour enlever la constante en fait, parce que L est une constante, il ne changera pas, et du coup on peut le mettre devant. Attends ta valise. Désolé, chat. Désolé, le chat mangeait la valise.
Pas de souci. Donc je mets le L devant, parce que c'est une constante qui sort de la dérivée, et du coup j'ai d carré θ sur dt au carré, égale à moins g sin θ. Ok, Attends, je vire le chat de la pièce. oui bien sûr. Voilà, allez. C'est Je vois du coup, beaucoup d'autorité. pas de souci. Donc voilà, on a l'équation différentielle du pendu. Elle est un peu plus compliquée elle est un peu plus compliquée à obtenir que les autres. Ce qui m'intéresse, c'est pas de l'obtenir, ça, bon, whatever. Ce qui m'intéresse, c'est juste de voir, d'avoir un premier exemple de d'où viennent les oscillations. Et donc du coup, on a cette équation différentielle que je peux réécrire d'une manière tout à fait équivalente comme étant d au carré θ sur dt au carré. Ce que je fais, c'est que je divise par L, moins G sur L, sinus θ. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, je pourrais vous donner une solution. Le problème, c'est que la solution, elle n'existe pas. Il n'est pas possible d'écrire la solution de cette équation différentielle avec juste des exponentielles, des cosinus, des sinus, des x, enfin des t un peu partout. Ça ne marche pas. Et donc, du coup, là, c'est pourtant pas une équation différentielle très compliquée, c'est pourtant pas un système physique très compliqué, et on atteint déjà les limites de la physique. En réalité, il existe une solution qu'on est capable d'écrire. Elle est absolument infâme, elle n'est pas belle, et on va juste pas le faire. Mais on va essayer quand même de trouver une méthode pour résoudre cette équation. L'idée va être la suivante, on va faire une approximation. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que quelque chose peut être simplifié. Alors, comment faire? Eh bien, il suffit de bien connaître la fonction sinus. Du coup, je vais reprendre un petit graphique de la fonction sinus. Comme ça. Et on va essayer de rester avec des t maintenant. Sinus t. Voilà. Donc ça, c'est ma fonction sinus. Et ce qu'on va faire, c'est on va considérer uniquement ce qu'on appelle des petites oscillations. C'est-à-dire, on va partir du principe, pas oscillateur, oscillation. On va partir du principe que θ est très petit. À quoi ça sert? Je l'appelle t, mais en fait, techniquement, c'était θ. Puisque tout à l'heure, le sinus, c'était θ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au lieu de s'intéresser à l'intégralité de la courbe, tout ça, au contraire, on va uniquement s'intéresser au cas où θ est très petit, c'est-à-dire, grosso modo, ça. Or, du coup, si je zoome sur la fonction, si je zoome sur la courbe, pour avoir juste le moment où θ peut être considéré comme très petit, je vais obtenir quelque chose de plutôt comme ça. Quelque chose qui va ressembler plus ou moins à ça. Qu'est-ce que ça... Donc, pour θ très petit, c'est-à-dire que là, on doit être aux alentours on va rester aux alentours de 0,1, enfin 0,1 ou des choses comme ça. Bon, je n'ai pas donné exactement d'ordre de grandeur à combien on est, mais on considère θ comme étant vraiment très petit.
Et du coup, on obtient de cette manière quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait, on se rend compte que ça ressemble très fortement à une droite. Donc, si je trace une droite, on voit que l'écart entre les deux courbes, ici, est au final très très faible. Et donc du coup, je peux faire l'approximation, je peux supposer qu'il n'y a aucune différence entre la courbe rouge et la courbe bleue, c'est-à-dire entre le sinus et juste une droite. Autrement dit, on suppose, on approxime que sinus θ est environ égal à la droite. La droite, c'est f de θ égale θ. Donc du coup, on peut juste supposer que sin θ est environ égal à θ. C'est une approximation. En physique, on passe notre temps à faire des approximations. Les mathématiciens nous crachent dessus parce qu'on fait que ça. Mais d'un autre côté, la physique a des systèmes tellement complexes qu'on est obligé de faire souvent des approximations. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le pendule. Autant trouver l'équation différentielle, je l'ai fait assez rapidement, sans trop d'explications, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de donner un premier exemple d'une approximation. En physique, on essaye de faire les bonnes approximations pour que, au final, le résultat soit proche de ce qu'il sera réellement, même si on a simplifié le problème pour le rendre accessible, pour le rendre résoluble, et qu'on puisse du coup faire des mathématiques pour trouver une solution. Si on avait gardé le sinus θ, on n'aurait pas été capable de trouver une solution. En faisant l'approximation que sinus θ est environ égal à θ, là, on va être capable de trouver une solution. Là, on va être capable d'obtenir le comportement du pendule, même si c'est uniquement dans le cas de petites oscillations. Hop, alors, qu'est-ce que ça nous donne? Du coup, si on approxime sin θ environ égal à θ, on obtient du coup que la seconde dérivée de θ est égale à moins g sur L de sinus θ. Je remplace sin θ par θ. Ça me donne d au carré θ sur dt au carré est égal à moins g sur L θ. Donc c'est là que j'ai fait mon approximation. Et en fait, on se retrouve c'est exactement l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique qu'on vient de voir. Si je remplace g sur L par k sur m et θ par x, j'obtiens quelque chose de tout à fait équivalent. Tout à l'heure, j'avais k sur m x, et là, j'ai g sur L θ. Pendule, oscillateur, harmonique. La seule chose qui change, c'est premièrement le nom de la fonction. On est passé de θ x, mais bon, ça, je pourrais appeler mon θ x, ça ne me pose pas de souci. C'est juste la valeur de ce que tout à l'heure on avait appelé racine de oméga. Racine de oméga était égale oméga était égal à k sur m tout à l'heure. Dans notre nouveau cas, il est égal à g sur L. K sur M, donc K c'était grosso modo la dureté du ressort, sa force du ressort. M c'était la masse de l'objet. Dans notre cas, G c'est l'accélération de la pesanteur terrestre. Et L c'est la longueur du pendule. Donc ça c'est pour l'oscillateur harmonique, et là c'est pour le pendule. Du coup, on obtient bien que le pendule peut être vu pour des petites oscillations en faisant une approximation comme un oscillateur harmonique. Et c'est bien ce qu'on voit lorsqu'on lance un pendule, on obtient bien un mouvement oscillant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilisait dans les horloges, entre autres. Voilà, c'est assez intéressant. On va juste faire, avant de montrer du coup une vidéo de pendule, j'aimerais bien juste me rendre compte d'une chose concernant oméga. On a dit que oméga c'était la fréquence.
Ça, c'est important. Oméga, c'est la fréquence de l'oscillation. Plus oméga est grand, plus on va avoir d'oscillations par seconde. Plus oméga est petit, moins on va avoir d'oscillations par seconde. Donc on voit bien que lorsque plus K devient grand, plus on a d'oscillations par seconde. C'est ce qu'on peut observer lorsqu'on a un ressort. Plus le ressort est dur, plus il va revenir à sa position initiale vite. Et alors dans la vraie vie, il y a du frottement qui fait qu'il ne va pas repartir. Mais si on a un ressort idéal dans lequel il n'y a pas de frottement, il va repartir d'autant plus vite dans l'autre sens. Et du coup, on va obtenir ce genre de choses. Au contraire, plus M est grand, plus la fréquence sera faible. Ça signifie bien que le ressort a plus de mal à tirer une masse lourde qu'une masse légère. Dans le cas du pendule, c'est un petit peu différent. Si G augmente, c'est-à-dire si on se met sur Jupiter ou sur le Soleil, le pendule va osciller plus vite. Parce que la force de gravité, qui est ce qui fait que le pendule oscille, est beaucoup plus importante. À l'inverse, plus L est grand, moins le pendule va osciller vite, plus le pendule va osciller lentement. Ça vient du fait que plus L est grand, plus l'amplitude du pendule, plus la taille du pendule est grand, et donc plus il va falloir du temps au pendule pour effectuer une oscillation, pour passer d'une position à gauche à une position à droite. C'est donc du coup ça qui est assez intéressant. Regardons maintenant juste une petite vidéo du pendule avant de parler rapidement d'énergie. De toute façon, l'énergie, on aura l'occasion d'y revenir dans les autres cours. Il est quelle heure? Ouais, j'ai juste le temps de faire ça rapidement. Hop, mais je préfère que ce soit fait bien. Hop, alors. Donc, ça va être une vidéo un peu plus physique. Donc là, on a, ils disent, deux forces, et en réalité, c'est vrai. On a le poids. Le poids qui va du coup, qui entraîne le pendule. Et on a ce qu'on appelle la tension, qui est la force exercée par la corde sur l'objet pour que l'objet reste accroché à elle. S'il n'y avait pas cette tension, l'objet tomberait simplement. Et du coup, la corde est obligée d'exercer une force pour que l'objet reste à elle. Et on voit que cette force, elle ne peut l'exercer que dans sa propre direction. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est ce qui permet de faire en sorte que l'amplitude, c'est-à-dire la longueur de la corde, ne change pas. Et donc, du coup, on a ce qu'on appelle, oui, une accélération tangentielle. C'est ce qu'on avait dit, c'était avec le L seconde dérivée de θ. C'est-à-dire que l'accélération ne se fera pas dans le sens de la corde, mais se fera dans le sens perpendiculaire à la corde. Voilà, et donc si on lance tout cela, alors une nouvelle fois, les énergies, je m'en charge juste après, on a du coup un mouvement oscillatoire où on va avoir du coup cette accélération qui va changer petit à petit, qui va devenir positive, négative, comme un cosinus. Et ça tombe bien puisque c'est au final ce qu'elle est. Voilà, voilà. On va parler rapidement d'énergie. Je ne vais pas avoir le temps de faire une grande introduction à l'énergie, mais il y a un autre cours qui sera là pour ça. Ce qui m'intéresse juste, c'est du coup, ce qu'il va falloir se souvenir de la mécanique, c'est que c'est le fondement de la physique moderne, dans le sens où elle nous donne juste, à partir de considérations basiques, des équations pour trouver le mouvement des objets. Et elle marche plutôt bien, elle marche même très très bien. Et on va obtenir, ça m'a permis aussi de montrer une première approximation. Ce ne sera pas la dernière de ce cours, loin de là, je pense. Alors, on a maintenant, donc du coup, on va passer à la dernière partie pour aujourd'hui, qui sera du coup introduction de l'énergie. Hop.
Alors, en fait, n'est pas difficile. On s'est rapidement rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on lance un pendule, il va plus vite lorsqu'il est vers le bas. C'est-à-dire que, hop, si je redessine mon pendule, je vais faire avec des pointillés, ça. Ici, la vitesse du pendule est comme ça. Lorsque le pendule est ici, la vitesse du pendule est comme ça. Oui. Lorsque le pendule est de l'autre côté, il va monter jusqu'à s'arrêter, puis repartir dans l'autre sens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, la vitesse, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la vitesse, elle est maximale ici. C'est la même chose pour un oscillateur harmonique. Si je reprends un oscillateur harmonique, comme ça, hop, passe. Il va bouger du coup, donc imaginons que le 0 soit ici. Là, on a le 0. Du coup, il va bouger comme ça, puis il va revenir dans l'autre sens, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, lorsqu'il va être au bout de son élan, il ne va pas avoir de vitesse. Il va être pratiquement immobile avant de repartir dans l'autre sens. Lorsqu'il va être le plus comprimé possible, pareil, il ne peut pas avoir de vitesse avant de reprendre une vitesse qui va dans l'autre sens. Et en fait, sa vitesse maximale sera une nouvelle fois ici. Donc en fait, l'idée qu'ont eu les physiciens, c'est de se dire, il doit y avoir une sorte d'échange entre quelque chose qui donnerait de la vitesse à l'objet et quelque chose cette vitesse doit ensuite se retransformer en cette chose initiale, puis cette chose initiale doit redonner de la vitesse, puis la vitesse va s'amoindrir pour redonner à cette chose initiale. Donc du coup, cet échange, en fait, on a appelé ça l'énergie. Donc on va voir plusieurs types d'énergie qui sont là. Il faut bien se rendre compte que, alors il y a un débat très très long et pas forcément très intéressant sur qu'est-ce que c'est que l'énergie pour un physicien. La vérité, c'est que je ne serais pas bien capable de répondre à cette question. On se rend compte assez rapidement en physique que plus on avance dans les études de physique et moins on connaît des choses, moins on a des certitudes. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc du coup, on peut on ne peut pas vraiment donner de définition intéressante de l'énergie, parce qu'en fait, l'énergie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il y a eu des débats. Un des plus grands physiciens du XXe siècle, Feynman, avait même tendance à dire que l'énergie n'était qu'une quantité purement mathématique qui n'avait aucune signification physique. Et à ce niveau-là, j'ai tendance même à le rejoindre. C'est-à-dire que ça va être vraiment quelque chose qui va juste nous aider dans des calculs, mais qu'on va pas être capable, enfin, qui va pas correspondre à quoi que ce soit physiquement. Il y a beaucoup de manières de s'en convaincre. Je vais pas plus en dire sur le sujet parce que c'est pas forcément l'objectif de ce cours. Mais du coup, ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a introduit parce que ça nous facilite grandement le travail. Donc du coup, on va avoir plusieurs exemples d'énergie et on va voir comment l'énergie se transmet. Donc la première énergie qu'on va considérer, c'est l'énergie cinétique, qui correspond en fait que lorsqu'un objet est en mouvement, arrêter cet objet va demander d'exercer une force sur cet objet, c'est-à-dire que cet objet va nous transmettre quelque chose.
ce quelque chose qu'il va nous transmettre, c'est une énergie. L'énergie correspond à un intérêt que lorsqu'on regarde les échanges. J'ai bientôt plus de batterie. Je vais mettre mon ordinateur à charger. Ah, où es-tu? Là. Voilà. Cette énergie, du coup, ne va avoir d'intérêt que lorsqu'on regarde des échanges. Et donc, du coup, l'énergie cinétique, que je vais appeler EC, eh ben, elle a une valeur. Je ne vais pas dire d'où sort cette valeur. Peut-être que celui qui fera les cours sur l'énergie le dira. Mais c'est 1/2 de la masse fois la vitesse de mon objet au carré, que je peux réécrire comme étant 1/2 de la quantité de mouvement de l'objet divisé par sa masse. La quantité de mouvement au carré de l'objet divisé par sa masse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, premièrement, plus un objet est massif, plus il va avoir d'énergie cinétique. Ça revient à ce que je disais au premier cours de mécanique, qui est qu'un objet lourd va représenter une masse en mouvement plus importante qu'un objet léger. Et c'est pour ça que j'avais dit que l'impulsion, au final, avait beaucoup plus d'intérêt en physique que la vitesse, parce qu'elle représentait bien et elle prenait bien en compte le fait que un objet, plus il est lourd, plus il va être difficile de l'arrêter, plus il a d'inertie. Et ensuite, une autre chose intéressante qu'on voit, c'est qu'elle dépend de la vitesse au carré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus un objet va vite, plus son énergie va être très très grande. Une différence de vitesse va donner une bien plus grande différence d'énergie. Si je multiplie la vitesse d'un objet par 2, son énergie cinétique va être multipliée par 4. Si je la multiplie par 3, son énergie cinétique va être multipliée par 9. Et donc du coup, cette énergie représente ce que peut céder un objet lorsqu'on essaye de l'arrêter, lorsqu'on essaie de lui faire tendre sa vitesse vers 0. Il va exister deux autres énergies sur lesquelles je vais m'intéresser. Énergie potentielle gravitationnelle. Je vais essayer de bien écrire. Donc celle-ci, elle va correspondre au fait que lorsqu'on est loin, je vais y arriver, lorsqu'on est loin lorsqu'on est haut, on va avoir une sorte d'énergie. Alors je vais donner la formule. On va l'appeler EG. Donc ce sera du coup la masse fois la gravitation fois la hauteur à laquelle on est. Alors, cette énergie représente quoi? Elle représente le fait que lorsque on est en hauteur, eh bien, on a en quelque sorte travaillé contre la force de gravité, c'est-à-dire qu'on a donné de l'énergie, justement, on a donné de l'énergie pour gravir jusqu'à une certaine hauteur. Et lorsque l'on saute, à l'inverse, on va perdre de l'énergie. Cette énergie va se transformer en énergie cinétique, mais ça j'en parle juste après. On va perdre de l'énergie parce qu'on va aller dans le sens de la gravité, et donc du coup, on va échanger de l'énergie avec le reste de notre environnement. Et enfin, la dernière énergie qui m'intéresse, c'est l'énergie du ressort. Qui va être, donc, énergie du ressort, qui va être m oméga x au carré. Pareil pour la suite. Je vais donc ça, je reviendrai après. Ce qui m'intéresse, c'est juste le fait qu'on puisse avoir des échanges entre ces énergies. Échange d'énergie. Lorsque je suis, du coup, on va prendre un exemple très simple.
je suis en haut d'une montagne. Voilà. Hop, là on a notre axe Z. Je suis ici et je saute. Je vais de base avoir une énergie gravitationnelle mgh, où h c'est la hauteur de la montagne. H c'est ça. Et lorsque je vais tomber, je vais gagner en vitesse. Si je gagne en vitesse, je gagne en énergie cinétique. Et cette énergie, donc, du coup, lors de la chute, je gagne en énergie cinétique et je perds de l'énergie potentielle gravitationnelle. Énergie cinétique et je perds de l'énergie potentielle grave. Voilà. En fait, et c'est là que l'énergie est vraiment très importante, je ne vais pas le démontrer, ça se démontre, mais par contre, l'énergie totale est égale donc à l'énergie cinétique plus l'énergie gravitationnelle reste constante. C'est-à-dire que l'énergie gravitationnelle va petit à petit se transformer en énergie cinétique et l'énergie cinétique. Et si je m'arrête, mon énergie cinétique va se transformer en un autre type d'énergie, probablement de la chaleur ou ce genre de choses. Alors, donc, l'énergie en fait, c'est une, et donc là c'est une opinion purement personnelle, c'est une quantité que l'on a créée pour qu'elle se conserve. On l'a créée pour que quel que soit le mouvement que l'on regarde, elle reste tout le temps la même. Et lorsqu'on considère un système physique, s'il a une certaine énergie à un temps zéro, il aura cette même énergie après n'importe quel temps, à un temps t quelconque. C'est vrai à partir du moment où il n'y a aucune interaction avec l'extérieur. Il pourrait par exemple chauffer l'extérieur, mais on part du principe qu'il est vraiment dans le vide complet. Et là, c'est l'appareil. Donc du coup, on a créé l'énergie pour que dans ce cas-là, on ait bien une quantité qui se conserve durant l'intégralité du mouvement. Il en existe d'autres dont je ne vais pas parler. Une autre que je peux donner, c'est le mouvement cinétique. Ouais, qui est une autre qui correspond grosso modo à quand un objet tourne. Quand un objet tourne, il y a une quantité qui se conserve. Et en fait, les quantités conservées, on s'est rendu compte en physique qu'elles ont une petite particularité. Donc là, ça va aller un peu plus loin que l'idée même du cours, mais j'avais envie d'en parler depuis le début. C'est un théorème assez intéressant et qui est selon moi le théorème le plus fondamental qu'on puisse faire en physique, qu'on appelle le théorème de Noether. Et qui est le suivant donc, de la mathématicienne Emmy Noether, qui a maintenant une salle qui s'appelle comme ça à l'ENS, qui était une algébriste des années 20, et qui du coup a réussi à démontrer quelque chose de très intéressant, qui est que lorsqu'il y a une symétrie en physique, je parle de ce que c'est qu'une symétrie dans 2 secondes, alors il y a une quantité conservée. Alors, une symétrie en physique, c'est-à-dire que c'est grosso modo, par exemple, l'exemple le plus simple de symétrie, c'est le fait que si je fais une expérience le lundi 15 août à 20 h et si je fais la même expérience le mardi 12 septembre
à 8 heures du matin, ça ne devrait pas changer profondément le résultat. C'est-à-dire que je lance une expérience dans 2 minutes ou dans 3 mois, les lois de l'univers n'auront pas changé d'ici là. La Terre se comportera toujours de la même manière, il n'y aura pas eu de changement des lois de la physique, la loi de Newton pourra toujours fonctionner, et donc du coup, j'ai ce qu'on appelle ici une symétrie par translation temporelle. Alors c'est un mot un peu barbare qui signifie tout simplement que lorsque je fais une expérience, je peux la faire n'importe quand, ça ne changerait pas. Ce serait dommage, ce serait un peu contre-intuitif en science de se dire, ok, mon expérience, il faut absolument que je la lance le 3 janvier parce qu'après, elle ne marchera plus. Alors en astronomie, c'est normal parce que je peux observer certaines planètes seulement à certains moments, mais les planètes, elles sont toujours là, quoi qu'il arrive. Il me suffit juste de me déplacer sur Terre et puis je pourrais toujours observer la planète, quoi qu'il arrive. Alors, donc du coup, c'est ce qu'on appelle la symétrie de translation temporelle. Et en fait, on se rend compte d'une chose assez rapidement, c'est que la symétrie de translation temporelle est associée à une quantité conservée, et cette quantité conservée, c'est l'énergie. C'est-à-dire que lorsque j'applique le théorème de Noether à une considération fondamentale aussi simple que lorsque je fais une expérience, le moment où je la fais n'a pas d'importance, eh bien, dans un cadre purement théorique, en partant du principe qu'il n'y a pas de cycle jour-nuit ou ce genre de choses, mais eh bien, je peux construire de cette manière l'énergie. D'une autre manière, que je fasse mon expérience à Paris ou à Jakarta, tout ça n'a aucune importance. Les résultats de l'expérience devraient être les mêmes en partant du principe que je fais exactement la même expérience dans les mêmes conditions. Et donc, du coup, là aussi, j'ai ce qu'on appelle une symétrie. Et si j'ai une symétrie, j'ai une quantité conservée. Et cette fois-ci, la quantité conservée, pour ce qu'on appelle maintenant la symétrie de translation spatiale, c'est-à-dire que je me mette à 2 endroits dans l'espace et que je fasse la même expérience, j'obtiendrai normalement le même résultat. Cette quantité conservée, cette fois-ci, c'est l'impulsion. Elle est conservée dans la mesure où il n'y a pas de force. C'est ce qu'on avait vu. Quand il n'y a pas de force, en l'absence de force, on avait dp sur dt est égal à 0. C'est-à-dire que l'impulsion reste constante dans le temps. Et donc, elle correspond en fait à cette symétrie qui dit que, quel que soit l'endroit où je me place dans l'univers, je pourrais faire les mêmes choses. Voilà. Le fait que l'énergie soit conservée, on peut l'écrire ça comme ça, hein. dE sur dt est égal à 0. C'est-à-dire que l'énergie est une constante. Si c'est une constante, lorsqu'on la dérive, elle vaut 0. Voilà. Bon, alors ça, c'était vraiment une considération ultra bizarre et un peu théorique. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de temps pour parler d'énergie, mais bon, j'ai dû faire ça très rapidement et c'est probablement vraiment pas très clair. On aura l'occasion, enfin, vous aurez l'occasion de voir un peu plus par la suite. Ce qui m'importe, c'est juste que j'ai réussi quand même à faire à peu près la mécanique que je voulais faire. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.